enfin bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Donc je vais vous présenter du coup en fait une partie de mes travaux de recherche qui portent et qui ont porté sur finalement les enjeux de la rénovation énergétique, les déterminants de la rénovation énergétique et pourquoi en fait aujourd'hui on insiste autant sur la rénovation énergétique. Alors je dirais la saison est intéressante, on est un petit peu en train de sortir de l'hiver, donc on a moins froid. La question de la facture énergétique est importante, mais on se pose peut-être un peu moins la question. Néanmoins, on va bientôt rentrer dans l'été. Et là encore, la question de la rénovation énergétique va se reposer notamment dans un contexte, je dirais, plus global de réchauffement climatique. Et je reviendrai un peu là-dessus dans le cadre de ma présentation. Pourquoi? Parce que l'usage et le recours à la climatisation est en constante augmentation aujourd'hui en France. C'est un moyen en fait de se prémunir contre les effets de la chaleur excessive dans les logements. Et face à cette hausse de la climatisation, là encore, la rénovation énergétique du bâtiment représente un enjeu fort pour pouvoir essayer d'économiser l'énergie qui va être liée à ce nouvel usage. Pour commencer cette présentation, je suis d'abord allée regarder, alors j'ai pris les premières pages Google, et j'ai essayé de voir quels étaient les mots quand on parlait de rénovation énergétique qui étaient aujourd'hui le plus associés à cette question-là. À quoi ça fait écho quand j'entends parler de rénovation énergétique? Alors, l'un des mots que vous pouvez voir qui est central, euro. Euro, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va parler de rénovation énergétique, ça va faire écho aux économies d'énergie et donc à notre portefeuille. Aujourd'hui, pour beaucoup de Français, rénovation énergétique égale économie d'énergie. Mais pas que. Vous pouvez voir qu'en dessous du mot rénovation, on a aussi le mot ménage. On va avoir le mot passoire. Donc derrière la question de la rénovation énergétique, il y a des logements qui vont être visés plus que d'autres. On va avoir la question de la précarité. Et toute une partie de ma présentation s'intéressera à cette question-là. Pourquoi aujourd'hui la question de la précarité derrière la question de la rénovation énergétique est-elle aussi importante? Finalement, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, ou je reviendrai là-dessus, qu'il y a énormément d'actions qui sont mises en place par l'État. Il y a parfois même tellement d'actions qu'on a du mal à s'y retrouver pour savoir quel type de politique puis-je bénéficier. Et donc, je vais revenir sur pourquoi aujourd'hui il y a autant d'actions différentes qui sont mises en place en matière de rénovation énergétique. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. J'ai terminé ma thèse en 2012. En 2012, il y avait déjà énormément de politiques publiques qui se superposaient les unes aux autres. Donc ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il y a énormément d'outils qui ont été mis en place pour inciter cette rénovation énergétique. Et pour autant, ça fait plus d'une dizaine d'années que ça continue d'être un axe prioritaire pour l'État. Alors, j'aimerais vous présenter quelques chiffres qui seront un petit peu des chiffres introductifs et je pourrais conclure avec ces mêmes chiffres, c'est-à-dire un peu quels sont les bénéfices attendus de la rénovation énergétique. Alors, comme je vous ai dit, quand on regarde ce nuage de mots et que je pense à rénovation énergétique, la première chose à laquelle je pense, c'est économie d'énergie. Or, derrière la rénovation énergétique, il y a énormément d'autres enjeux qui ne sont pas uniquement des enjeux économiques. Les enjeux qu'il va y avoir derrière la rénovation énergétique sont des enjeux sociétaux. Et derrière ces enjeux sociétaux, on va avoir des enjeux sanitaires, mais aussi des enjeux sociaux. Alors pourquoi je parle d'enjeux sanitaires? Parce qu'aujourd'hui, c'est assez méconnu, mais le mal logement et la pollution liée au mal logement entraînent en Europe environ 100 000 morts chaque année. Alors quel type, je dirais, de pathologie? Je vous reviendrai là encore un petit peu là-dessus, un peu plus en détail, mais les morts, ça peut être des individus qui n'ont pas la capacité de pouvoir se chauffer en hiver et qui vivent dans des logements très froids. Ça peut être aussi des individus qui, à l'inverse, vont vivre dans des logements qui sont dans l'incapacité de pouvoir refroidir, et à ce moment-là, il va y avoir un excès de mortalité en été. Et on a aussi des habitants en Europe qui sont exposés à des polluants au sein de leur logement,
Là, j'ai en tête des personnes qui vont utiliser des cheminées à foyer ouvert et qui vont émettre beaucoup de particules fines et sur le long terme, ça va entraîner des conséquences sur la santé des individus. Je viens d'en parler, particules fines. Donc, les particules fines, on entend beaucoup parler du réchauffement climatique. Donc, le réchauffement climatique, c'est ce que j'appelle moi les émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir que quand on parle de pollution au sens large, on va faire une distinction entre deux types de polluants. On a des polluants, ceux qu'on connaît, qui sont les polluants issus, qui vont entraîner le réchauffement climatique. Donc là, on va avoir le méthane et le dioxyde de carbone. Ça, c'est mes fameux gaz à effet de serre qui n'ont pas forcément des conséquences nocives sur la santé, mais qui vont entraîner des conséquences à long terme pour le climat. Par contre, quand on va utiliser certains types d'énergie, que moi je vais appeler des énergies fossiles, le gaz, le fioul ou le pétrole, le fait de la combustion de ces énergies fossiles va entraîner des particules fines, et ces particules fines que l'on respire sont celles qui vont être responsables, notamment pour les plus fines, des pathologies de santé, donc des problèmes respiratoires. Et donc aujourd'hui, le logement en Europe, on entend beaucoup parler du transport, parfois entend moins parler du logement, et pourtant le logement en Europe, c'est 50% des émissions de particules fines. Donc lutter contre le mal logement, finalement, c'est lutter contre ce type de pollution. On a en Europe 50 millions de précaires énergétiques. Alors, qu'est-ce qu'un précaire énergétique? On a plusieurs définitions, mais globalement, c'est quelqu'un qui a du mal à payer ses factures d'énergie. Et quand on a du mal à payer ses factures d'énergie, deux solutions. Soit la facture va peser très lourd sur notre budget et on continue de payer notre facture, soit on décide de se restreindre, voire même de couper son chauffage pour ne plus avoir à payer la facture énergétique. Derrière ce mal logement, je vous ai dit, il y avait de nombreuses pathologies et de problèmes de santé. Qui dit pathologie, problème de santé, dit coût pour les systèmes de santé. Et le coût annuel du mal logement en Europe, c'est 194 milliards de dépenses de santé annuelles. Donc ça, ce sont autant de milliards de dépenses de santé qui pourraient être évitées si on rénovait nos logements. Alors, pour remettre un petit peu le logement et pourquoi on s'intéresse autant au logement sur, je dirais, dans un panorama plus global, je vous invite à regarder le schéma derrière moi. Donc, en France, on consomme de l'énergie pour quatre grands usages, quatre grands secteurs. On consomme de l'énergie un petit peu dans l'agriculture, on consomme de l'énergie dans l'industrie, mais on consomme surtout de l'énergie dans les transports, en orange, et dans le résidentiel tertiaire. Qui dit résidentiel tertiaire dit bâtiment, principalement. Après, on va avoir d'autres usages, l'électricité. Mais c'est aujourd'hui, en France, le secteur le plus consommateur d'énergie, c'est le secteur résidentiel tertiaire. Donc, ça va être une cible prioritaire. Derrière le résidentiel tertiaire, si maintenant je m'intéresse un peu plus à cette consommation d'énergie, et je regarde pour quelles raisons je consomme de l'énergie dans le secteur résidentiel, vous remarquerez qu'on a, alors là il suffit de se projeter dans son logement, je consomme de l'énergie pour me chauffer, je consomme de l'énergie éventuellement pour me rafraîchir en été, mais ça c'est une partie infime aujourd'hui de la consommation d'énergie en France. Je consomme de l'énergie pour la cuisson, l'éclairage, et je consomme de l'énergie pour l'ensemble de mes appareils électriques et électroménagers. La part de la cuisson, c'est environ 7%. La part du chauffage et de l'eau chaude sanitaire, c'est tout le reste. Donc ça veut dire que principalement, la consommation d'énergie dans le résidentiel, c'est pour se chauffer et se refroidir. On a très peu de consommation pour les appareils électroménagers. Alors, je dis attention, on en a très peu. Néanmoins, le poids de cette consommation est en constante augmentation depuis les dernières années, puisque nous, individus, on a tendance à être de plus en plus équipés. Si je prends un exemple très personnel, moi, il y a une dizaine d'années, j'avais un ordinateur. Maintenant, j'ai probablement un ordinateur, une tablette, un téléphone portable et tout un tas d'équipements électroménagers au sein de mon domicile que je fais fonctionner. Voilà. Donc là, ça va avec l'évolution des modes de vie et des modes de consommation des individus, mais ça reste une part non négligeable de la consommation d'énergie aujourd'hui. Mais derrière cette consommation d'énergie, il y a finalement quel type d'énergie je consomme, puisque ce que je vous ai évoqué en introduction, c'est
Consommer dans le bâtiment, c'est émettre des particules fines et des gaz à effet de serre. Ce qui émet des particules fines et des gaz à effet de serre, ce sont ces fameuses énergies fossiles. Donc ça veut dire que je consomme de l'énergie, mais je consomme probablement pas uniquement de l'électricité, je vais aussi consommer du gaz et du fioul. Et quand on regarde la répartition des émissions du résidentiel par combustible, on voit que c'est le gaz naturel en 2018, je n'ai pas les chiffres actualisés plus récents, qui est responsable d'une grande partie des émissions, et ensuite c'est le fioul. Donc, je voudrais que vous ayez ces chiffres en tête parce que derrière, l'ensemble de l'action publique et de l'action politique va venir chercher à faire diminuer le poids de cette consommation de gaz et de fioul. L'objectif, c'est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de diminuer les émissions de particules fines dans l'atmosphère. Je vous l'ai dit en introduction, la part de la climatisation, on voit que la clim ne fait pas partie de mes usages dans le diaporama que je viens de vous présenter. Pourtant, elle est en constante augmentation. Ça va très très vite. Aujourd'hui, on estime qu'un ménage sur 4 environ en France dispose d'un système de refroidissement pour faire face aux vagues de chaleur. Quand je dis système de refroidissement, c'est climatiseur mobile, clim fixe ou ventilateur. Alors, quand on veut bien comprendre ces chiffres, il faut comprendre aussi pourquoi, en France, on a besoin de consommer de l'énergie. Pourquoi? Parce que le territoire français, il est extrêmement hétérogène et les Français sont très différents les uns des autres. Donc, il va y avoir des raisons qui vont venir expliquer que les besoins en énergie vont être différents d'un individu à l'autre. Premier élément extrêmement important, puisqu'on en a beaucoup entendu parler cet hiver. Enfin, on en a entendu parler cet hiver quand on a entendu parler des pannes possibles et des ruptures possibles d'approvisionnement d'électricité dans les logements. C'était la notion de confort et la notion de température dans les logements. Donc, l'idée de confort et la notion de confort, elle est très relative d'un individu à l'autre. Je me prends comme exemple, ma notion de confort dans le logement diffère énormément de la notion de confort dans le logement pour mon mari. En gros, on a 2 degrés d'écart. Moi, à 19 degrés, je suis glacée. Lui, il est en t-shirt, il trouve que c'est complètement supportable. Bon, je ne vais pas faire des effets de genre, mais cette notion de confort, on l'a toutes et tous, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout vivre le ressenti au froid de la même manière. Ce ressenti en froid, il est fonction des genres, mais il va aussi être fonction de l'endroit et du lieu de vie où on est. Quand on est exposé relativement fréquemment à des températures froides, on supporte mieux le froid. Quand on est exposé régulièrement à des températures élevées, on a tendance à plus supporter le chaud. Par contre, quand on est exposé à des températures élevées et qu'on va dans des zones froides, on supporte nettement moins le froid. On va aussi être tous très différents en matière de notre sensibilité écologique. Donc là aussi, la question de la rénovation énergétique va être une question qui va être plus ou moins sensible en fonction de notre sensibilité à l'environnement. On va avoir une variable derrière cette rénovation énergétique. Alors, j'en parlerai peu aujourd'hui, mais je pense qu'elle est importante, puisqu'elle fait partie aujourd'hui aussi des axes, je dirais, prioritaires pour les chercheurs. C'est la question du comportement. Quand on a parlé en fait des plans de sobriété énergétique cet hiver, finalement, on a visé quoi? On a visé le comportement des individus. Alors, je vais faire un petit peu de sémantique, mais en matière de rénovation énergétique, moi, je vais distinguer ce que j'appelle l'efficacité énergétique. Ça va être le technique, le bâti, les matériaux, les technologies que j'utilise, des comportements des individus. Et là, je vais plutôt parler de sobriété. Est-ce que je fais des efforts en matière d'économie d'énergie ou pas? Pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'on peut avoir des logements extrêmement performants et ne faire aucun effort, et ces logements vont consommer tout autant que des logements qui sont considérés comme plus énergivores. L'inverse est vrai aussi. Il y a certains occupants qui vont vivre dans des logements qui consomment peu d'énergie, qui consomment plus d'énergie, mais qui pour autant vont faire attention à leur comportement et vont diminuer leur consommation. Pour vous donner là encore un exemple, sans trop vous inonder sur les chiffres, mais
On dit qu'à partir de 19 degrés de chauffage dans un logement, chaque degré supplémentaire entraîne en moyenne un surcoût de la facture de 7%. Donc décider de se chauffer à 19 ou à 20, c'est environ 7%. Nous avons ensuite la zone géographique. Nos besoins en chauffage et en refroidissement ne sont pas les mêmes que l'on vive par exemple ici à Chambéry ou que l'on vive dans le sud de la France. On va avoir l'évolution climatique. Alors on entend beaucoup parler sur le poids du chauffage va diminuer avec le réchauffement climatique, mais on risque d'avoir un poids de la climatisation qui va grandir, ainsi de suite. Donc l'évolution climatique va venir expliquer aussi des grandes tendances en matière de consommation énergétique. On va avoir des facteurs socio-économiques. Donc là, je fais référence aux revenus, à l'âge, au statut de l'occupant, au prix de l'énergie. Donc là, c'est comment les prix de l'énergie, c'est une variable, je dirais, clé et assez déterminante quand on s'intéresse à la consommation d'énergie, parce que si les ménages n'étaient pas sensibles au prix, on ne mettrait pas des politiques publiques qui vont venir modifier le prix des énergies pour donner un signal comme quoi, attention, consommer cette énergie, c'est coûteux pourquoi? Pour l'environnement. Le revenu, c'est pas évident, parce que le revenu, si vous avez un revenu plus élevé, souvent on a tendance à dire oui, on va consommer plus parce qu'on va avoir une plus grosse voiture, un plus gros logement, on va partir plus souvent en voyage, etc., etc. Mais quand on a un revenu plus élevé, on est aussi en mesure aujourd'hui d'habiter dans des logements moins énergivores, d'acheter des voitures qui permettent de consommer moins d'énergie ou pas d'énergie fossile, je fais référence aux véhicules électriques, et ainsi de suite. Donc l'effet du revenu sur la consommation finale des ménages n'est pas si évident que ça à déterminer. Ça va dépendre, là encore, d'un certain nombre de facteurs. Et finalement, dernier élément, et là je dirais c'est plus quand on regarde les choses en dynamique, c'est l'évolution de la démographie, de la population et de l'habitat. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une certaine croissance de la population française, mais par contre, on a une croissance des ménages, donc qui dit un ménage dit un logement, parce qu'en général, c'est une famille pour un logement, plus importante que la croissance de la population. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus de familles monoparentales ou de personnes célibataires. Qui dit une personne célibataire dit un logement, alors qu'avant, on avait une famille, couple avec 2 enfants, et donc un couple avec 2 enfants, c'est un besoin en logement. Donc aujourd'hui, le besoin en logement en France, il grandit plus vite que la croissance de la population, ce qui veut dire que le besoin en énergie pour ces logements grandit aussi. Face à tous ces déterminants qui vont venir expliquer pourquoi on consomme de l'énergie, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, en France, on évalue à environ 7 millions de logements mal isolés. Sur environ, si mes chiffres sont bons, 26 millions à peu près de résidences principales. Et on va avoir, sur des enquêtes que l'on mène auprès des ménages, 14% des Français qui déclarent avoir froid dans leur logement en hiver. Alors, comme je vous l'ai dit, si on parle de rénovation énergétique, je vais faire le parallèle avec la question de l'efficacité énergétique. Et quand je parle d'efficacité, je distingue 3 volets. Ces 3 volets, alors je vous ai évoqué juste avant la question de sobriété versus efficacité. Sobriété, c'est le comportement de l'utilisateur, c'est tout ce qui va être comment moi je consomme de l'énergie dans mon logement. Alors des manières de limiter ou de changer le comportement des individus, on l'a vu cet hiver, il y a eu énormément de campagnes d'information sur quels sont les bons gestes à avoir en matière de sobriété. Et ces gestes, ça va être afficher les consommations. Ça peut paraître anodin, mais si je ne sais pas combien je consomme, je ne sais pas combien je peux économiser. C'est un petit peu comme quand on veut faire un régime. Si je ne sais pas combien je pèse, je ne sais pas combien de kilos je dois perdre. Donc du coup, si on n'a pas une base de référence, on a du mal à avoir un objectif en termes de réduction. Là, c'est la même chose. Aujourd'hui, on constate que de nombreux logements, alors ça va être le cas des logements collectifs avec chauffage collectif, n'affichent pas forcément la consommation propre au logement. Et si on interroge, et si là, vous êtes ici, donc moi je dirais qu'il y a un petit problème de sélection, mais si j'interroge un amphithéâtre d'individus pris au hasard et que je leur demande
combien de kilowattheures d'énergie vous consommez chaque année, la plupart des individus sont dans l'incapacité de me répondre. Si je pose même la question combien vous payez chaque année pour l'énergie dans votre logement, il y a un certain nombre d'individus qui sont encore là aussi pas capables de me répondre avec exactitude. À partir du moment où on ne sait pas exactement combien on paye pour un bien ou un service, eh ben on a du mal en fait à modifier son comportement de consommation face à ce bien ou à ce service-là. Alors après, il y a toute une partie des comportements où on peut aussi être mal informé sur quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre. Deuxième chose qui là va plus être propre du coup au bâtiment lui-même et donc à la rénovation proprement dite, mais je vais distinguer deux éléments, ce que j'appelle l'efficacité passive de ce que j'appelle l'efficacité active. Alors c'est assez intuitif, actif ça veut dire c'est mes équipements, je peux jouer sur ces équipements. Aujourd'hui, vous avez tous ces équipements intelligents qu'on peut piloter à distance pour réduire la consommation d'énergie ou réduire le chauffage quand on est absent, remonter le chauffage quand on arrive dans le logement. On a même en fait des capteurs intelligents qui vont mesurer la température extérieure pour faire en sorte en fait que la température intérieure s'ajuste, etc., etc. Donc là, on va vraiment être sur des produits performants et on va utiliser des produits aujourd'hui qui sont de plus en plus intelligents. Mais pour pouvoir utiliser à bon escient ces produits, il faut avant toute chose vivre dans un logement qui a ce qu'on appelle une bonne efficacité énergétique passive, c'est-à-dire une bonne isolation. Mettre une super machine qui économise de l'énergie dans une passoire thermique, globalement, les bénéfices sont très faibles. Donc on a tendance, quand on vise la rénovation énergétique, à viser les choses de manière un peu séquentielle, c'est-à-dire d'abord on va travailler ce qu'on appelle l'enveloppe, l'isolation, la perméabilité à l'air. Ensuite, on va faire en sorte d'avoir des équipements plus performants et puis finalement, on va agir sur nos propres comportements. Et là, dans le long terme, puisque là encore, moi je suis un être humain, si on me met un nouveau jouet à la maison, j'ai envie de jouer avec. Non mais si par exemple j'ai un produit performant, avant je me chauffais à 18-19, ça me coûtait cher. Maintenant, je me dis, parfait, je peux me chauffer à 20 degrés, je vais payer la même facture, mais le confort thermique sera plus intéressant pour moi. Voilà. Donc là aussi, il faut avoir en tête que le comportement, puis des fois les comportements se lisent dans le temps. Au début, je fais attention, puis petit à petit, en fait, je fais de moins en moins attention et ma consommation a tendance de nouveau à augmenter. Aujourd'hui, quand on va parler de rénovation énergétique, comme je vous ai dit, on va agir sur les deux volets, donc sur le passif et l'actif, c'est-à-dire sur les équipements et sur l'isolation. Et puis, au niveau de l'isolation, il y a certains éléments d'isolation qui sont assez connus pour permettre en fait d'améliorer de manière considérable son efficacité énergétique. Ça va être tout ce qui va permettre de réduire les ponts thermiques, réduire l'isolation. Derrière cela, il faut faire en sorte d'avoir des bâtiments qui permettent de laisser entrer les rayons du soleil en hiver et donc de chauffer naturellement le bâtiment en hiver sans que ces rayons surchauffent en fait en été. Donc il faut des technologies intelligentes entre guillemets dans les vitrages. Et aujourd'hui, on a ce type de technologies qui permettent en fait, je dirais, d'avoir ces deux effets, chauffer en hiver, refroidir en été, enfin refroidir ou limiter l'entrée de chaleur en été. Il faut éliminer les fuites d'air et avoir une ventilation performante. Pour les fuites d'air, pour vous donner une idée, dans une maison qui a été construite avec ce qu'on appelle les dernières réglementations thermiques, alors par 2020 mais 2012, une maison d'environ 130 mètres carrés, si vous avez un trou dans l'isolation d'environ une pièce de 2 euros, c'est l'intégralité de la chaleur qui est perdue en 3 heures. Pour un trou qui est équivalent à 2 euros, pour une maison de 130 mètres carrés. Donc je vous laisse imaginer, quand on parle de passoire thermique, en fait, il faut chauffer en permanence pour maintenir une température adéquate. Donc pourquoi, aujourd'hui en France, on a autant de politiques publiques? Parce que c'est vrai que quand on pense à rénovation énergétique, on se dit, c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi finalement on ne rénove pas. Alors, probablement individuellement, vous avez tous des raisons qui vous ont poussé à rénover, pas rénover, mais il existe énormément de facteurs qui vont venir en fait freiner les individus à entreprendre des rénovations énergétiques. Et pour chaque facteur, il y a une réponse politique. Et c'est pour ça qu'on va avoir autant d'outils. Alors moi, je vais vous faire un peu la liste de ces facteurs. Puis une fois
on s'y retrouve tous plus ou moins. Et puis, une fois en fait, qu'on a listé l'ensemble de ces facteurs, on se dit bah oui, en fait, il faut agir sur chacun de ces volets pour essayer de faire en sorte d'inciter la rénovation énergétique des bâtiments. Pourquoi aussi, et ça je ne voulais pas trop exposer, pourquoi la rénovation énergétique? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'avec le nombre de logements sur le territoire français, de logements anciens, c'est-à-dire construits avant les années 75, on ne pourra pas atteindre ou diminuer significativement la consommation d'énergie avec uniquement des nouvelles constructions. On est obligé de passer par une rénovation massive si on veut venir changer les chiffres que je vous ai présentés en introduction en matière de rénovation, en matière d'émissions. Alors, pourquoi aujourd'hui, finalement, on ne rénove pas? Parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on entend parler de rénovation énergétique. Et pourquoi on ne rénove pas? Alors, la première raison, mais que les économistes, attention, c'est pas récent, c'est, je dirais, les économistes qui ont travaillé là-dessus et qui ont émis ces premiers constats, ça date des années 80, où ils ont dit, attention, les ménages, quand on va faire appel en fait à de la rénovation énergétique ou à des équipements dans le logement, vont demander des rendements bien plus importants que ce qu'ils sont prêts à exiger d'autres types d'investissements. Exemple, vous exigez d'un investissement en efficacité énergétique qu'il soit rentable beaucoup plus rapidement qu'une assurance vie. En gros, on ne fait pas tout à fait les mêmes calculs coût-bénéfice. Et la question, c'est de savoir pourquoi. En gros, on ne va pas mettre le même poids au temps pour les investissements en rénovation énergétique dans notre logement que pour les autres. Alors, on a 3 grandes familles de barrières qui vont venir expliquer pourquoi aujourd'hui on ne rénove pas. La première famille de barrières, dans mon jargon, on appelle ça la défaillance de marché. En gros, le marché, c'est cet endroit où l'offre rencontre la demande. Je vous laisse imaginer un marché financier, vous voulez acheter des actions, il y a des personnes qui veulent vendre les actions, il n'y a pas besoin d'intervenants sur le marché, on laisse faire les individus et tout le monde se coordonne et s'accorde. Et ça fixe les prix. Or, en fait, le marché de la rénovation énergétique, il ne fonctionne pas comme un marché financier. Pour quelle raison il ne fonctionne pas comme un marché financier? Premièrement, parce que la recherche d'informations est longue et coûteuse. Alors moi, en tant qu'économiste, le temps c'est de l'argent, mais c'est assez vrai. Dans les calculs coût-bénéfice, si demain je vous dis tout le monde doit changer son système de chauffage, et bien changer son système de chauffage, c'est pas je vais chez le vendeur de chaudières du coin et j'achète la première chaudière qui me passe sous la main. Non, c'est coûteux. Il y a beaucoup de technologies différentes qui sont parfois pas faciles à comprendre et je vais essayer de me renseigner pour savoir quelle est la technologie la plus adaptée à mon besoin. Et donc là, j'ai l'impression quand je cherche de l'information, que ça va me prendre beaucoup de temps, ça va me prendre du temps pour trouver la bonne information, et puis ça va me prendre du temps pour comprendre cette information. Donc le fait d'avoir déjà cet obstacle d'aller rechercher cette information décourage certains individus à rénover. On va avoir un deuxième type de problème, qui est évident quand on l'évoque, mais en France, on a 35% de locataires. Si je suis locataire, je ne vois pas pourquoi j'investirais dans le logement qui ne m'appartient pas. Quel est le bénéfice pour moi? Et on peut le voir les choses de l'autre point de vue. Je suis propriétaire bailleur. Pourquoi j'investirais dans une technologie très sophistiquée que je ne vais pas utiliser? Voilà. Donc en fait, une fois qu'on a dressé ce constat, personne ne rénove dans les logements qui sont loués. 35% de l'habitat français, de résidence principale. Troisième, je dirais, élément, puisque l'information, vous avez à peu près, j'ai à peu près tout dit, ou plutôt du coup, dernier élément, l'accès au capital. Demain, je suis motivée, j'ai envie, rénover mon logement. Soit j'ai l'argent sur mon compte en banque, non, pas de bol, soit je décide d'aller voir ma banque. Et là, il y a la question de l'accès au capital. Sauf qu'aujourd'hui en France, de nombreux ménages français n'ont pas accès au crédit. Et quand vous n'avez pas accès au crédit, vous ne pouvez pas emprunter pour faire de la rénovation énergétique. Et puis là, il va falloir voir aussi une question de priorité.
Quand un ménage français aujourd'hui n'a pas accès au crédit, il n'est pas sûr, déjà souvent il est locataire, et après ça, il n'est pas sûr et certain que la priorité dans l'emprunt soit la rénovation énergétique du logement qu'il occupe. Et donc ce problème d'accès au capital est un vrai problème, puisqu'aujourd'hui, et là en plus on est dans une période où les taux d'intérêt remontent, il y a toute une partie des ménages qui se verront, ou qui ne se verront pas octroyer de prêt. Tout ça, ça va nécessiter l'intervention de l'État. Mais il y a d'autres barrières. Alors ces barrières, ça peut être les coûts cachés. Alors là, je prends pareil, exemple personnel, je dois faire une grosse rénovation énergétique de mon logement. Donc je vais faire une isolation des murs par l'extérieur, je vais changer mon système de chauffage, changer mon vitrage. C'est parfait. Et là, on m'annonce, vous allez être quand même embêté pendant 1 mois durant la durée de vos travaux. Idéalement, il faudrait peut-être déménager, ça sera moins pénible pour vous. Ça, c'est un coût additionnel que je rajoute à ma rénovation, en fait. Et si je n'ai pas à déménager, ma perspective de vivre dans la poussière pendant 1 mois, sachant que ça peut prendre du retard, de devoir jongler avec les différents corps de métier, ainsi de suite, pour moi, c'est un coût. Et ce coût-là, qui est un coût caché, qui est un coût non monétaire, je ne suis pas capable de vous dire combien ça coûte pour moi d'être embêté par des travaux pendant 1 mois, mais ça coûte suffisamment cher pour que ça rentre dans la balance, dans ma manière de me dire, oui, je le fais, non, c'est pas grave, je verrai ça l'année prochaine, là, c'est pas le bon moment. Voilà. En tout cas, ce n'est pas si prioritaire que ça, je peux repousser. Et derrière tout ça, de nouveau, en fonction de mon profil, en fonction de ma sensibilité, de là où j'habite, de mon revenu, ça va être d'autant moins prioritaire que je me dis, bon, je peux attendre un peu, ok, la facture énergétique, elle pèse, mais de toute façon, on ne sait pas, on va voir dans 1 ou 2 ans. Un autre élément qui va être aussi très important, et je vais le détailler un peu plus, c'est la notion de risque et comment moi je me comporte face au risque. Il y a des personnes, investir dans des technologies risquées, ça ne les dérange pas, et puis il y a des individus, ils ont extrêmement peur de se tromper. Et quand on a peur de se tromper, qu'est-ce qu'on fait? On cherche de l'information. Et si vous êtes comme moi, vous pouvez chercher longtemps, parce qu'avant d'être sûr que le choix que je vais faire est le bon choix, j'ai besoin d'énormément d'informations, d'avis, de confronter. Et rien que pour acheter, par exemple, une voiture, ça peut me prendre 6 mois. Je vais faire tous les concessionnaires, je vais comparer les modèles, je vais regarder les prix. Puis là, en ce moment, je me dis, oulala, thermique, électrique, LOA, pas LOA, qu'est-ce que je fais? Et puis, face à tant d'incertitudes et face à tant de risques, le comportement qu'on peut attendre des individus, c'est « j'attends ». Je vais voir ce qui va se passer. Parce que là, on est dans un contexte économique qui n'est pas favorable. Bon, il y a de l'inflation, les prix de l'énergie augmentent, mais en même temps, on parle de l'électrique, mais on parle quand même de l'hydrogène. En même temps, ça fait 10 ans qu'on dit qu'il n'y a plus de pétrole, mais on continue d'avoir du pétrole. Voilà. Et tout ça, en économie, on est capable de le calculer. C'est ce qu'on appelle l'incertitude et la flexibilité. Pourquoi flexibilité? Alors, flexibilité, il y a que si mon appareil n'est pas en panne. Parce que si ma voiture, je l'emmène au garage et qu'on me dit elle est décédée, bon, là, je vais être obligée d'investir et de faire un choix. En revanche, si j'ai une voiture thermique qui consomme, mais qui n'est pas morte, je peux être incitée à me dire, bon, j'attends une petite année ou 2, je vois ce qui se passe. Je prends des infos, je vois ce que font les autres, je vois comment ça se passe, est-ce qu'il y aura un marché de l'occasion pour l'électrique, est-ce qu'il n'y en aura pas, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des questions que tout le monde se pose, et plus il y a d'incertitudes dans le contexte dans lequel on évolue, plus les individus vont avoir tendance, notamment s'ils n'aiment pas trop prendre des risques, à repousser le moment de prendre une décision. Et ça, en fait, c'est la conjonction de 3 phénomènes, ce qu'on appelle l'incertitude, la flexibilité et le troisième, l'irréversibilité. Oui, pas de bol, parce qu'en fait, une fois que j'ai acheté ma nouvelle voiture, même si elle ne me plaît pas, je sais que j'ai perdu de l'argent. Globalement, je vais la garder un petit moment quand même. Je ne la revends pas tout de suite. Imaginez, je change ma chaudière à gaz pour une pompe à chaleur. Je suis super contente, je fais des travaux, j'installe ma PAC. Elle ne me plaît pas.
Ben, je ne me dis pas, je remets la vieille chaudière, je réenterre la cuve, ainsi de suite. Non, je suis bloquée avec ma PAC. Et donc ça, l'irréversibilité, plus je dirais qu'il y a un degré technologique important, plus le coût de l'investissement est élevé, plus la notion d'irréversibilité est importante. On l'a tous, si jamais, premier achat d'un appartement ou d'une maison, on se pose énormément de questions parce qu'on se dit une fois que j'achète et que je signe, j'ai signé quoi. Je ne peux pas revenir en arrière. Et tout ça reporte en fait tend à pousser les ménages à ne pas investir ou à adopter. Alors derrière ça, face à l'ensemble de ces freins, on a de la politique publique qui est là pour lever toutes ces barrières. Lever les barrières comment? On va essayer petit à petit de transformer ou de faire évoluer le comportement des individus. Alors au début, c'est un peu séquentiel, je reviendrai sur la progressivité de l'outil public. On va influencer les décisions d'achat des consommateurs. Comment je fais ça? Appareil électroménager, vous allez chez Darty ou Boulanger, vous voulez changer votre machine à laver, vous avez des étiquettes. A, B, C, D, E, F. Bon, maintenant c'est AB. En gros, on vous dit, si vous achetez celui-là, c'est vert, c'est A, ça ne consommera pas trop d'énergie. Si vous achetez celui-là, c'est un peu moins vert, jaune, c'est du B, ça consomme un peu plus. On vous signale. Ce qu'on fait très bien dans la notion de signaler ou influencer vos décisions d'achat, parfois ça nous parle plus, les fameux Nutri-Score aujourd'hui. Vous allez au supermarché, vous hésitez entre... alors, peut-être pas les chips, parce que les chips, on sait que c'est mauvais, le Nutri-Score, on n'achète pas des chips pour le Nutri-Score, mais vous hésitez entre deux marques de yaourt, il y en a un, c'est A, l'autre, c'est B, vous dites, je vais prendre le A, c'est un peu meilleur pour ma santé. On a influencé ma décision d'achat simplement par un étiquetage, absolument pas par un contenu... quelque part par peut-être un contenu produit que j'estime connecté à l'étiquetage, mais je ne suis pas allé regarder la composition, ainsi de suite. Voilà. Donc on va influencer mes décisions d'achat. Petit à petit, si on influence mes décisions d'achat, on transforme mes comportements, donc je vais être amené à faire de plus en plus là de sobriété énergétique. Ensuite, si du coup les consommateurs se détournent de certains produits, les marchés se transforment, il y a des nouveaux produits plus efficaces qui arrivent sur un marché, et normalement on va vers plus de sobriété, d'économie d'énergie. Et ça, c'est très bon pour l'économie puisque ça entraîne plus de compétitivité et on sécurise les approvisionnements. Et on sait que la question de sécurité des approvisionnements en ce moment, elle est extrêmement importante, d'où le fait qu'on incite beaucoup l'électricité. Alors, comment on met en œuvre la politique publique? Alors, le premier point, c'est on sensibilise, on incite et on contraint. Alors là, je vais vous faire un parallèle, nouveau, un peu personnel, c'est comme avec les enfants. Mes enfants, quand ils font des bêtises, au début, je commence à leur dire « Écoute, c'est pas très bien, il faut pas faire ça, c'est mal, tu comprends, si tu fais ça, ça va entraîner telle et telle conséquence. » Vous sensibilisez, vous êtes dans le dialogue, vous êtes dans l'information. Et puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte que votre enfant n'écoute absolument pas ce que vous êtes en train de lui dire, il mord ses petits camarades. Donc là, ça veut dire, bon, ça devient vraiment un problème. Écoute, si cette semaine, tu ne mords personne, promis, tu as le droit au dessin animé ce week-end. Vous incitez, c'est le système de la carotte. Okay. Et puis quand la carotte, ça ne marche pas, on arrive au troisième niveau, c'est la contrainte, puisque je fais comme ça, tu es puni, pas de télé, plus rien, un peu de dessert. La politique publique, c'est la même chose. Quand le danger n'est pas imminent, je sensibilise. Ça serait bien de faire un peu différemment, essayer de le faire par vous-même. Deuxième niveau, attention, on est face à un danger un peu plus imminent, mais on va vous laisser encore la possibilité de décider si vous voulez le faire ou pas. On vous incite. Troisièmement, quand on est face à un danger avéré, on est dans la contrainte, et là, on va être dans le réglementaire. Ça, c'est la progressivité de l'outil public. Donc, vous pourrez décomposer les outils en matière climatique de cette manière-là, en fonction du niveau dans lequel l'on se situe, c'est en fonction de l'objectif ou du danger avéré. Ensuite, on va avoir différents types d'approches. Soit on vise certains éléments en particulier, soit on a des approches plus globales. En règle générale, on va viser vraiment élément par élément pour essayer d'espérer un bénéfice global. Et puis après, on va agir à la fois sur le consommateur, mais on va aussi agir sur les industriels. On agit donc simultanément sur l'offre et sur la demande. Là aussi, avec le même niveau de progressivité, sensibiliser, inciter, puis contraindre.
Alors, je ne vais pas vous faire l'inventaire de toutes les normes parce qu'il y en a énormément, mais si je parle dans la sensibilisation, tout ce qui est normes informationnelles, vous allez avoir tout ce qui est normes auprès des consommateurs, label ou certificat de performance énergétique, ces fameux DPE qu'on est censé fournir quand on vend un appartement ou qu'on souhaite le louer. Aujourd'hui, si vous souhaitez acheter un appartement, vous avez une étiquette énergétique qui est affichée. C'est censé modifier, je dis bien censé modifier, ça sous-entend que les consommateurs ont vraiment le choix entre différents types de biens, le comportement de location ou d'achat des consommateurs pour certains types de biens. Ensuite, on a des instruments économiques, c'est toutes mes incitations. Alors là, ça va être les crédits d'impôt, les prêts bonifiés, les subventions. Il en existe énormément, aussi bien à l'échelon national que parfois à l'échelon régional et même parfois pour certaines collectivités. Exonération de taxes foncières, là, c'est vraiment toutes les incitations financières. Troisième niveau, tout ce qui est réglementaire. Là, on va imposer des normes. Dans le bâtiment, je vous ai parlé des réglementations thermiques. On impose des normes à la construction. Voilà. Donc, on sait qu'un logement qui sort de terre doit émettre tant de kilowattheures d'énergie par mètre carré et par an. Exemple d'interdiction. Aujourd'hui, dès 2025, interdiction de louer ce qu'on appelle les fameuses passoires thermiques, donc les logements qui sont classés G, et dès 2028, ceux qui sont classés F. Voilà. Donc là, ça, c'est pour les propriétaires bailleurs. Ça soulève après d'autres questions et, auxquelles il faut répondre. Mais attention, derrière ces objectifs de politique publique et en matière de rénovation énergétique, l'objectif n'est pas uniquement énergétique, c'est-à-dire de changer nos modes de consommation, d'aller vers le tout électrique, mais il est également social. Alors pourquoi il est social? Parce qu'aujourd'hui, on va parler, et on en entend de plus en plus parler, de précarité énergétique. Alors on en entend beaucoup parler en hiver, mais on va commencer à en entendre parler en été, parce que les ménages souvent qui sont précaires énergétiques l'hiver, le sont aussi l'été, sont des ménages qui vont être en fait beaucoup plus sensibles aux vagues de chaleur extrême. Alors en Europe, on a 17% des Européens qui sont pauvres, pauvres monétaires, d'accord? Donc ça veut dire que vous vivez en dessous du seuil de pauvreté. En France, le seuil de pauvreté, d'accord, si on regarde le seuil de pauvreté, on a 9,2 millions de personnes qui sont considérées comme pauvres, donc qui vivent en dessous de ce seuil de pauvreté. Et pourquoi je parle du seuil de pauvreté? Parce que forcément, quand on est pauvre monétaire, on a de grandes chances derrière d'être pauvre énergétique. Mais pas que. On peut ne pas être pauvre monétaire et pour autant être pauvre énergétique. Alors là, ça va concerner certains types de ménages et ça va surtout concerner le type de logement dans lequel ils vivent. Exemple, je peux être pauvre monétaire, mais j'ai accès au logement social. Le logement social, c'est mon propriétaire, c'est un bailleur, voilà. Il a l'obligation de fournir des logements qui ont un certain niveau de rénovation. Résultat, le poids de ma facture énergétique est peut-être moins important que quelqu'un qui va gagner plus que moi, mais qui n'a pas accès au logement social et qui va vivre dans du logement locatif privé. Alors, la précarité énergétique, c'est 3 éléments en même temps. Les faibles revenus, je viens de vous l'évoquer. L'état des logements, c'est-à-dire que si mon logement a un grand besoin en énergie, je vais probablement être précaire. Et le prix de l'énergie qui augmente et qui pèse de plus en plus. Alors là, je dirais, en France, cette année, on a été relativement préservé grâce aux tarifs réglementés de l'énergie. Il y a des pays en Europe, nos voisins, italiens, espagnols, subissent une hausse des prix de l'énergie beaucoup plus importante que ce que nous subissons. C'est-à-dire que, par exemple, en Italie, si je dis pas de sottises, le prix de l'énergie, par exemple, au mois d'octobre, a augmenté quasiment de 100% sur un mois. Donc, comparativement à ce que nous, Français, je dirais, on peut déjà subir, ben on peut imaginer que dans d'autres pays européens, cette hausse est d'autant plus importante. Alors, il faut bien ces 3 éléments. Pourquoi? Parce que bon, si j'ai des revenus élevés, mais que je vis dans un château, et que donc c'est une grosse passoire thermique, je ne vais pas être considérée comme un précaire énergétique. Si je vous donne une idée de l'ampleur du phénomène, quand on interroge les Français, 20% des Français déclarent avoir souffert du froid au cours de l'année 2020-2021 pendant au moins 24 heures, notamment à cause d'une mauvaise isolation, 40% d'entre eux, ou de raisons financières, 36%. 60% des Français déclarent avoir restreint le chauffage chez eux pour ne pas avoir à payer de factures trop élevées. Je rappelle, c'était avant
l'inflation et la hausse importante des prix de l'énergie, on attend de voir quels vont être les nouveaux chiffres sur ces questions-là. Et 10,5% des Français ont dépensé plus de 8% de leurs revenus pour payer des factures. Pourquoi je parle de ces 8%? Parce qu'en fait, on considère que vous êtes pauvre énergétiquement si vous commencez à dépenser plus de 8% de votre budget dans votre facture d'énergie pour votre logement. Alors, mesurer la précarité énergétique et savoir si on est pauvre ou pas, c'est très compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que le problème, c'est que derrière, il va falloir cibler les individus, notamment au niveau de l'État, pour savoir qui a le droit de bénéficier d'une politique publique versus qui n'a pas le droit. En gros, si vous dépensez 7,9% de votre revenu en facture énergétique, parce que vous avez fait attention chez vous, pas de bol, vous n'avez pas d'aide, vous avez dépensé 8,1% de votre revenu en facture énergétique, mais vous êtes chauffé à 20 degrés, coup de bol, vous bénéficiez d'un chèque ou d'une aide de l'État. C'est pour ça que la question des seuils et de la mesure, elle est toujours très discutable et qu'en règle générale, on va s'intéresser à beaucoup d'autres caractéristiques ou facteurs qui vont venir quand même expliquer le poids de cette facture énergétique dans vos revenus globaux. Donc souvent, on s'intéresse déjà à une partie de la population qui est la partie de la population qui gagne le moins. Et derrière ça, au niveau européen notamment, on va utiliser beaucoup de mesures subjectives. Les ménages qui limitent leur chauffage, les ménages qui déclarent avoir ressenti du froid dans l'hiver, les ménages qui disent qu'ils ont un poids de la facture énergétique très élevé, etc., etc. Et pour bien faire aujourd'hui, idéalement, quand on dispose des audits énergétiques pour les logements, on peut comparer la facture aux besoins et on est capable de voir si les ménages se restreignent énormément ou pas. C'est-à-dire quelqu'un qui devrait consommer, disons, 100 kWh par mètre carré et par an pour se chauffer et qui en consomme 50, on peut essayer de chercher à comprendre quelles sont les raisons de cette sous-consommation. C'est peut-être simplement pour limiter le poids de sa facture énergétique. Alors, pour vous donner ce panorama global, puisque j'ai un petit peu évoqué la question de nos voisins européens, qui est importante, parce qu'aujourd'hui, en France, le prix du kilowattheure électrique en France, c'est quasiment le pays où le prix du kilowattheure est le plus faible par rapport à tous les autres pays européens. Et nous, en matière de précarité énergétique, on se situe juste en dessous de la moyenne européenne. On considère qu'on a 6,2% des ménages français qui étaient en incapacité de se chauffer ou qui avaient des difficultés en 2019. Vous voyez, en Espagne, malgré le climat, vous pourrez juger plus doux, ils sont 7,5% et je vous parlais de nos voisins italiens, 11,1%. Et ensuite, on a le Portugal avec quasiment 19%. Pourquoi les pays méditerranéens sont au-dessus de la moyenne européenne? Parce qu'aujourd'hui, l'état des logements dans les pays méditerranéens est en moyenne beaucoup plus mauvais que l'état des logements dans l'Europe du Nord. Ce qui explique en fait ces résultats-là. Et puis après, on peut regarder, et là c'est intéressant aussi, la part des individus qui vivent dans des logements qu'ils déclarent inefficaces énergétiquement ou mal isolés, ou qui souffrent en fait d'un certain nombre de problèmes comme des fuites, de l'humidité. Et je pourrais tracer en fait une ligne qui sépare, je dirais, le bassin méditerranéen des autres pays du Nord. Globalement, on a une partie de la population qui vit avec des logements plutôt décents, attention, on est sur des moyennes, et une partie de la population qui déclare avoir des problèmes de qualité dans les logements. On retrouve ces mêmes pays que les pays qui sont ici déclarés en situation de précarité énergétique. Donc c'est plutôt cohérent, les indicateurs ont plutôt tendance à se regrouper. Et derrière ces profils de précaires, on a parfois des stéréotypes, mais il faut se dire que les profils sont très différents. On peut avoir des personnes âgées, des retraités qui n'ont pas la possibilité d'augmenter des revenus, mais on peut avoir aussi des jeunes, des étudiants, des personnes qui vivent tous dans des logements mal isolés, souvent en zone rurale. Ils peuvent être propriétaires de maisons individuelles, etc., etc. Derrière cet inconfort thermique d'hiver, j'insiste parce que ça va devenir une question, et vous penserez peut-être à moi quand on va annoncer la première canicule l'été prochain. On va commencer à parler de l'inconfort thermique d'été.
Aujourd'hui, enfin en 2020, on avait 52% des ménages qui déclarent avoir souffert du chaud pendant au moins 24 heures. Donc un ménage sur deux. Cette proportion va nécessairement augmenter dans la mesure où les individus ne vont pas être en capacité de pouvoir assurer un confort thermique d'été. Si je vous montre aussi le poids de la facture en fonction des énergies, en 2019, alors vous pourrez vous poser la question de savoir si vous êtes dans la moyenne, au-dessus de la moyenne, en dessous de la moyenne. La moyenne, en tout cas, des Français en 2019 pour le chauffage, c'est 1 696 €, avec là encore des grandes disparités en fonction du type de chauffage que je vais utiliser. Le bois était en 2019 l'énergie la plus abordable, puisque se chauffer au bois ne coûtait quasiment moins de la moitié de la facture moyenne. On avait le gaz, l'électricité, et en moyenne, là où la facture est la plus élevée, c'est si on utilisait un chauffage au fioul. Bien entendu, ça va dépendre, c'est des visions à un instant T, de l'évolution du prix des différentes énergies. Bon, la seule chose qu'on constate, c'est qu'elles ont quand même toute tendance à aller plutôt à la hausse. Alors, quel est le problème? Parce que, bon, indépendamment, l'inconfort thermique, alors on s'en rend compte, hein, moi je vous l'ai déjà un petit peu évoqué, la question de la rénovation énergétique, donc c'est une question environnementale, mais derrière la question sociale, en fait, il y a une question sanitaire. Vous vous souvenez, au début, j'ai évoqué combien de milliards d'euros en Europe on dépensait à cause du mal logement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de ne pas pouvoir se refroidir en été ou de ne pas pouvoir se chauffer en hiver entraîne de nombreuses pathologies, de nombreuses maladies. Alors, ces facteurs de risque sont les suivants. On va avoir l'inconfort thermique. On s'accorde tous à dire que dormir dans une chambre à 12 degrés, c'est très inconfortable, mais on s'accorde aussi tous à dire en période de canicule que dormir dans une chambre à plus de 30 degrés, c'est aussi très inconfortable. Dans les logements souvent mal isolés, on a des problèmes d'humidité, de moisissure qui vont entraîner des pathologies respiratoires, notamment chez les enfants. Et on va avoir une très mauvaise qualité de l'air intérieur. Régulièrement, on a des indicateurs dans les villes sur la qualité de l'air extérieur, mais on sait, et parfois moins, que la qualité de l'air extérieur est meilleure que la qualité de l'air intérieur. Ce que moi je sais, c'est que même en période de pic de pollution, il est toujours conseillé d'aérer son logement puisque la pollution qui va venir de l'extérieur sera moins nocive que la pollution qui vient de l'intérieur des logements. Alors après, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent la pollution intérieure. Ça va être les vernis, les meubles que l'on a, ainsi de suite, mais c'est aussi le chauffage. Avoir chez soi un poêle d'ancienne génération ou une cheminée d'ancienne génération qui n'est pas parfaitement isolée et hermétique entraîne énormément d'émissions de particules fines. En gros, c'est comme si vous aviez le barbecue à l'intérieur de la maison. À la différence près, c'est que vous ne vous rendez pas compte que vous respirez la fumée. Conséquences sur la santé, on considère que de nombreux décès aujourd'hui sont imputables au froid dans les logements en hiver. Donc il y a une étude qui a été menée, bon là pas très récente, en 2011. On considère qu'on a environ 38 200 décès qui sont associés à des basses températures en hiver, soit environ 12,8 décès pour 100 000 personnes par an. En gros, quel est le risque que j'encours en fonction de mon niveau d'exposition? Entre 19 et 24, tout va bien. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les températures qui sont recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. En dessous de 19 degrés, 18 degrés, là je parle dans les pièces à vivre, je ne parle pas dans les chambres, mais on a un inconfort éventuel et un risque possible pour les sujets âgés, donc les personnes âgées qui sont des sujets fragiles. L'OMS commence à alerter les individus quand la température descend en dessous de 16 degrés. Là, on a un risque pour la santé mentale et la santé respiratoire. C'est-à-dire que là, si vous attrapez un rhume, la probabilité qu'il empire est bien plus importante si vous vivez dans un logement froid. Mais pas uniquement. Si vous vivez dans un logement froid et humide, il est fort probable que vous développiez des pathologies respiratoires. À 12 degrés, on a des risques cardiovasculaires. Donc là, c'est problème de cœur, infarctus, AVC. Et en dessous de 6 degrés, on a des risques d'hypothermie dans les logements. Ça, c'est uniquement lié à la température. Le mal logement, comme je vous l'ai dit, l'humidité, les moisissures, entraînent encore d'autres pathologies, principalement chez les enfants en bas âge ou les personnes âgées.
qui dit pathologie de santé, je vous rappelle, je suis économiste, donc je vais ramener les choses à la dépense. Je vais vous parler de dépenses de santé. On en entend beaucoup parler, le fameux trou de la Sécu. Comment faire des économies de santé en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le mal logement par an, je précise, par an, en coût direct, c'est 930 millions d'euros par an pour la sécurité sociale. Et c'est 20 milliards d'euros par an en coût indirect. Uniquement le mal logement. Ça veut dire quoi? Coût direct, c'est les frais médicaux, c'est l'augmentation de la prévalence de certaines maladies, augmentation de la demande de soins en hiver. Vous vivez dans un logement froid, vous attrapez la grippe, il est probable que vous alliez voir le médecin, que vous ayez une plus mauvaise grippe que si vous vivez dans un logement moins froid. Les coûts indirects, ça va être tous les coûts qui sont liés aux pathologies que vous avez. Donc si vous avez des maladies chroniques, c'est de l'absentéisme, c'est une prise en charge plus importante par les assurances santé. Mais si par exemple, mon enfant est malade, je vais être obligée de m'absenter de mon travail. Si moi-même je suis malade, je vais être obligée de m'absenter de mon travail. Donc il y a le coût des arrêts de travail, il y a le coût de l'absentéisme scolaire. Là, il y a des études, alors en France on en a moins, mais il y a des études américaines et chinoises qui montrent l'impact en fait des pics de pollution sur l'absentéisme des enfants à l'école. Pourquoi? Parce que qui dit pic de pollution dit par exemple crise d'asthme. Et donc les enfants ne peuvent pas sortir de chez eux. D'ailleurs en Chine, ils ont des niveaux d'alerte. En fonction des pics de pollution, les enfants ne vont plus à l'école. C'est à peu près la même chose chez nous. On constate que les enfants qui vivent dans des logements dont les températures sont très basses sont beaucoup plus absents du système scolaire que les autres. Et donc tout ça, c'est une perte de productivité pour la société qu'on peut chiffrer à environ 21 milliards d'euros par an. Et donc, une fois que je fais le bilan et le constat de tout ce que je viens de vous dire, et puis je pourrais approfondir et je répondrai volontiers à vos questions, là c'est vraiment un panorama assez général que j'ai voulu vous donner. Je vous ai présenté des chiffres en introduction, je vous présente des chiffres en conclusion. Quels sont ces chiffres? Aujourd'hui, on estime que si on faisait de la rénovation énergétique en Europe, la rénovation énergétique massive, c'est 291 milliards de gains annuels environnementaux, économiques, sociaux pour l'Europe. C'est 7 millions de précaires en moins, donc 7 millions de personnes qui se verraient avoir un poids en fait, de la facture énergétique important. C'est la création de nouveaux emplois, puisque je vous ai dit, on fait émerger de nouveaux marchés, on a des produits plus performants, donc forcément ça va ouvrir des nouvelles opportunités. Et puis on va avoir des logements sains, ce qui va réduire à la fois les coûts sociaux, mais aussi les coûts sanitaires et les coûts environnementaux. Voilà. Donc si vous avez des questions, je réponds volontiers. Mais voilà, ce qui est important en fait, et je pense que j'aimerais conclure là-dessus, en fait, ce qu'on voit derrière nous, la rénovation énergétique, qui est simplement une isolation, une question thermique ou une question en fait, de technologie, se cache de grands enjeux qui ne sont pas uniquement économiques, mais qui sont aussi sociaux, environnementaux. Et c'est d'autant plus important que les personnes qui vont être le plus exposées sont déjà les personnes les plus vulnérables. C'est-à-dire les personnes âgées, les personnes à faible revenu, les personnes qui n'ont pas les moyens soit de se prémunir contre le froid, mais aussi, et j'insiste là-dessus, dans les 10 années à venir, de se prémunir contre les vagues de chaleur. Je vous rappelle, l'année dernière, on estime que les 3 vagues successives de canicule ont entraîné la mort de 11 000 Français, rien que sur la période juillet-août, et principalement des personnes âgées de plus de 75 ans. Donc la rénovation énergétique, derrière, je dirais, ces enjeux économiques ont de forts enjeux sociétaux. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je réponds bien volontiers à vos questions.